Alors vous êtes allé récemment à Tombouctou dans le cadre de vos recherches sur le soulèvement arabe. Vous avez visité beaucoup de pays arabes après les soulèvements d'il y a 2 ans. Et vous êtes allé à Tombouctou, donc au Mali, et après la reprise par l'armée malienne et l'armée française des villes du Nord. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez vu sur place? Alors la situation maintenant, avec l'intervention de l'armée française dans le nord du Mali, dans des villes comme Gao, comme Kidal, comme Tombouctou, c'est que la population majoritaire, bon, on va simplifier un peu parce qu'il y a beaucoup d'ethnies au Mali, mais la population majoritaire, qui est la population noire, essentiellement Bambara, largement majoritaire au Mali, installée dans le sud, est en train donc avec l'aide des Français de reprendre position dans le nord et qui est donc ce qu'on appelle l'Azawad, le territoire, pour faire simple, des Touaregs. C'est quand même les 2 tiers du Mali, hein, les 2 tiers sont les 2 tiers désertiques du Mali. Et désormais, il y a on peut le dire, une véritable chasse à ce qu'on appelle au Mali les peaux claires, c'est-à-dire à la fois les Arabes, les Maures, et les Touaregs. Et donc ce que j'ai découvert, c'était surtout mon angle d'approche en me rendant au Mali, ce que j'ai découvert dans le nord, c'est tout d'abord des charniers, parfois seulement quelques tombes, ici et là, de Touaregs ou d'Arabes qui ont été arrêtés par l'armée. C'est ça qui est assez effrayant, c'est que c'est l'armée malienne qui les arrête devant témoins, on les arrête chez eux, et ensuite on les retrouve quelques jours plus tard égorgés ou avec une balle dans la tête. Hier encore, donc hier après-midi, mes contacts à Tombouctou m'ont téléphoné pour me dire que 2 corps de Touaregs avaient été retrouvés à la porte sud de la ville, les mains liées, les yeux bandés et une balle dans le front. J'ai moi-même vu 2 nuits, hein, avec mes contacts, avec un de mes contacts, nous sommes allés 2 nuits à une quarantaine de minutes de marche à travers le désert, quarantaine de minutes de marche de Tombouctou, dans les dunes. Nous avons constaté l'existence d'un charnier. Alors, il a été très difficile de s'en approcher vraiment et de le photographier parce qu'il y avait des militaires de l'armée malienne, donc officiels qui bivouaquaient juste à côté. Il ne fallait pas se faire voir et il ne fallait pas donc se faire prendre. Mais c'est une réalité. Il y avait là environ une vingtaine de corps. J'ai dénombré une vingtaine de corps, peut-être 21 ou 22, dont je pense avoir pu voir 3 enfants. À ciel ouvert? C'est ça la réalité actuellement dans le Nord Mali. Mais c'est à ciel ouvert? Je ne sais même pas. Pardon, est-ce que les corps sont à ciel ouvert? Ils sont même pas enterrés ou... Alors, c'est comme les corps qu'on avait retrouvés. Donc, il y a eu d'autres corps, 3 corps qui avaient été découverts près de Tombouctou il y a 2-3 semaines maintenant. Il y avait 2 Arabes et un Touareg. Ils sont déposés dans le désert. Alors très vite, le vent les recouvre en partie. Mais on peut quand même voir les membres qui sortent, certains visages qui sont encore visibles. Les corps ne sont pas complètement recouverts. Et les témoignages que vous avez recueillis sur place, est-ce que vous pouvez évaluer le nombre de morts, le nombre de personnes arrêtées, disparues? C'est vraiment impossible. En fait, la population Touareg stricto sensu est estimée au Mali à environ 500 000 personnes. Et actuellement, la plupart de ces personnes se sont réfugiées soit en Mauritanie, soit au Niger, c'est-à-dire les deux pays qui font frontière avec le Nord Mali. Et ces populations donc sont en grande partie réfugiées dans des camps, n'osent pas revenir vu ce qui se passe dans le Nord, vu ce qu'on appelle les exactions de l'armée malienne. Je pense que maintenant on va beaucoup plus loin que de simples exactions. Il y a véritablement une politique d'élimination des populations. Quand il y a élimination, c'est-à-dire des populations touareg arabes, quand il y a élimination, c'est-à-dire on les chasse, on leur fait peur, ceux qui restent sont arrêtés, exécutés comme je l'ai dit, et les autres s'en vont. Donc il y a ces populations
populations qui sont maintenant, bon, plusieurs centaines de milliers se sont réfugiés dans des camps en Mauritanie et au Niger, et puis les autres se cachent ou ont disparu. Alors il y a beaucoup de disparus, mais les chiffrer, c'est assez difficile, oui. Mais quand ces personnes sont arrêtées par l'armée malienne devant témoins, vous dites, qu'est-ce qu'on leur reproche? Est-ce qu'on leur reproche une complicité supposée avec les islamistes qui étaient sur place, ou bien juste leur appartenance ethnique qui est mise en cause? Alors, systématiquement, quand on arrête ces gens, on les arrête, comme je vous dis, devant témoins. Donc l'armée malienne arrive chez eux, on les sort de leur maison, on les embarque et puis on ne les revoit plus. Et puis on dit par la suite qu'on a trouvé des armes chez eux. Bon, je prendrai l'exemple, je parlais des corps qu'on avait découverts il y a 2-3 semaines, donc à la porte nord de Tombouctou. Et parmi ces corps, il y avait un maître d'école qui était le maître d'une madrasa, c'est-à-dire d'une école coranique. Et cet homme a été arrêté chez lui. Et puis on l'a accusé par la suite, pour justifier son arrestation, d'avoir possédé du matériel de communication militaire, téléphone portable, etc., pour la logistique d'Ansar-Ad-Din, donc du mouvement islamiste. Mais après on le retrouve mort. Donc je veux dire, les accusations, ce qu'on leur reproche, à la limite, n'est même pas important, parce qu'on ne leur fait pas de procès, on les a éliminés. Et tout le monde a bien vu que l'armée malienne l'avait arrêté, et ensuite on le retrouve mort. Donc cet homme a été assassiné par l'armée malienne. Vous avez lancé une pétition justement pour la libération d'Ali Ould Mohamed Kalbali, un arabe malien que vous avez rencontré. Vous le décrivez comme l'un des derniers arabes encore habitant à Tombouctou. Vous avez écrit à l'état-major des armées françaises. Est-ce que vous avez des nouvelles sur ce monsieur ou... Alors effectivement, donc le 14 février, juste avant de quitter Tombouctou, j'ai rencontré Ali Ould Mohamed Kalbali, qui est donc, on m'a présenté comme le dernier arabe encore installé à Tombouctou. Et c'est vrai que toutes les maisons et les boutiques, les magasins des Arabes et des Touaregs de Tombouctou sont vides, ont été complètement pillés par la population. Et quand je dis pillés, la population est allée jusqu'à arracher les câbles électriques des murs. Vraiment, il n'y a plus rien. Le pillage a été complet, les châssis, les portes, tout a été enlevé. Donc il restait cette famille. Moi, j'avais fini mon travail à Tombouctou, donc j'étais arrivé là grâce à des contacts Bambara. Donc la population Bambara n'est pas unanime. Il y a des gens qui veulent protéger leurs anciens voisins arabes et touaregs avec lesquels ils vivaient bien. Par ces contacts, j'ai récolté des témoignages, j'ai vu ce charnier, comme je vous l'ai dit, j'ai rencontré des gens qui m'ont expliqué ce qui se passait. Et puis, juste avant de partir, le 14 février au matin, on m'a proposé de rencontrer cet homme. C'est un homme qui a une 70aine d'années, il m'a montré, donc 70 ans, il m'a montré sa carte d'identité, écrit qu'il était né vers 1943, donc ça s'intitule le personnage, et il vivait là, donc dans une petite maison avec ses fils et sa femme. Et j'ai donc quitté Tombouctou une demi-heure après l'avoir rencontré, 20 minutes, une demi-heure après l'avoir rencontré, et 2 heures plus tard, alors que j'étais en train de traverser le fleuve Niger sur le dernier bac qui fait encore la traversée, j'ai reçu un coup de fil d'un de mes contacts à Tombouctou qui m'a dit, voilà, le vieil Ali que tu as rencontré tout à l'heure, il vient d'être arrêté par l'armée, enfin plus exactement, il avait été arrêté 10 minutes, un quart d'heure après mon passage, et lui venait de l'apprendre et me téléphoner. Alors j'ai pensé faire demi-tour pour essayer de l'assister, mais j'avais avec moi personne, je vais donner son prénom uniquement pour raison de sécurité, qui s'appelle Moustapha,
filmé des images de cadavres, de personnes arrêtées, exécutées par l'armée. Et cet homme m'avait demandé de l'emmener dans ma voiture pour retourner vers Bamako et pour quitter Tombouctou parce qu'il était recherché par l'armée. Donc il n'était pas possible de revenir en arrière avec cette personne que je faisais sortir de Tombouctou. Donc on a continué vers Bamako, mais j'ai tout de suite prévenu une collègue sur place qui est Rukmini Kalimachi, qui était la correspondante de Associated Press à Tombouctou. Et elle est tout de suite allée voir ce qui se passait dans la famille d'Ali. Elle a interrogé les voisins et elle a fait un petit papier qui est paru dans le Washington Post dans lequel elle décrivait la situation. Donc les voisins ont vu les soldats maliens effectivement arrêter Ali, lui lier les mains et l'emmener dans un pick-up. Depuis lors, je téléphone plusieurs fois par jour à Tombouctou pour avoir des nouvelles, pour savoir si on sait quelque chose, et on n'a toujours aucune nouvelle d'Ali. Et donc vous n'avez pas reçu de réponse de l'état-major de l'armée française? Alors oui, vous me demandiez ce qui concerne l'état-major. Donc une des premières mesures que j'ai prises évidemment pour essayer d'aider ce monsieur, c'est de contacter l'état-major français. J'avais rencontré des officiers français à Bamako, donc j'avais des contacts pour pouvoir rapidement réagir. J'ai écrit à l'état-major français. On m'a répondu très simplement qu'on allait relayer mon courrier sur le terrain. N'ayant pas de nouvelles, j'ai relancé l'état-major. Là, on m'a dit que les forces françaises n'étaient pas habilitées pour traiter ce genre de questions, qu'il fallait mieux que je me dirige vers les forces de sécurité maliennes. Alors, vu que c'est l'armée malienne elle-même qui est à l'origine de ces arrestations, de ces disparitions, de ces exécutions, c'est un petit peu absurde, évidemment. Alors, un de mes contacts à Bamako a pu joindre le Premier ministre malien, qui lui a répondu que c'était tout à fait normal que dans une situation de guerre, des gens disparaissent. Voilà ce qui lui est répondu oralement, donc par téléphone. On continue donc à se mobiliser. Il y a quand même beaucoup de gens qui se sont mobilisés autour de cette question d'Ali, Ould Mohamed Kalbali, qui pourrait devenir peut-être une sorte de symbole de cette situation dramatique des peaux claires, des Arabes et des Touaregs au Mali. Donc comment ça se passe à Tombouctou par exemple? Est-ce que l'armée française est dans les rues de Tombouctou ou bien elle est dans la périphérie Donc par ma question, je voudrais savoir par exemple si ils travaillent, les Maliens et les Français travaillent, ils sont concertés, quoi, ils travaillent main dans la main dans les rues de Bamako, ou bien c'est l'armée malienne seulement qui est à l'intérieur de la ville? Bon, en ce qui concerne Tombouctou, moi je n'ai pas vu de patrouille française. Des collègues sur place, il y avait une petite poignée de journalistes là qui travaillent encore à Tombouctou, m'ont dit que de temps en temps il y a une patrouille française qui passe dans la ville, mais très très vite. Et effectivement, ce sont surtout des Maliens qui se déplacent, qui patrouillent, l'armée malienne qui patrouille dans Tombouctou. En fait, cette armée est assez particulière, c'est-à-dire ce sont plutôt des bandes de soudards. On peut pas vraiment dire qu'il y a une armée malienne. C'est déconfit très rapidement. Lorsque les islamistes avaient attaqué, cette armée s'est complètement débandée. Et actuellement, on a une armée malienne, oui, mais ce sont les colonels maliens se comportent un peu en chef de guerre, en chef de bande. Et l'armée malienne, notamment dans les villages autour de Tombouctou, où on trouve encore parfois des Arabes qui se sont réfugiés, mène des razzias sur ces villages et s'enrichissent. Certains colonels maliens montrent fièrement leur collection de montres, de motos, qu'ils ont rapinées un peu partout sur les populations touareg et arabes. On est plutôt dans une armée
comme Mopti, c'est cette armée-là qui est présente. Les Français se retranchent au niveau des aéroports. J'ai vu ça à Bamako, c'est le cas aussi à Tombouctou. Il y a peu de soldats français, voire pas du tout dans Donc, les est-ce que rues. est-ce que vous supposez qu'ils sont au courant ou pas? Bah, évidemment, je pense que l'armée française et les services de renseignement français qui planifient les opérations sont très bien au courant de ce qui se passe. À partir du moment où quelqu'un comme moi, j'ai pu avoir les contacts et aller voir ce qui se passait, c'est évident que l'armée française est au courant, ce qui est très problématique d'ailleurs, parce que si l'armée française ne réagit pas, elle se met en position sur le plan du droit international assez difficile, puisqu'elle est la force majeure présente sur le terrain, et il est donc de sa responsabilité de protéger les populations civiles. Venir un petit peu en arrière avec vous sur vos témoignages. Vous avez recueilli des témoignages sur ce qu'on appelle les exactions de l'armée malienne à Tombouctou. Mais est-ce que vous avez eu des témoignages sur les exactions qu'auraient commises les islamistes sur place? Est-ce qu'on vous a décrit un peu la situation là-bas? Oui, ça je veux dire, c'est pas tellement l'angle qui m'intéressait parce que ça a été largement exposé. Alors, quand on dit les islamistes par rapport à la rébellion, comme je disais, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Donc, dans la rébellion, on a AQMI, c'est-à-dire Al-Qaïda ou Al-Qaïda islamique. On a, donc ça c'est un groupe qui tout seul n'aurait pas pu faire ce qui s'est passé là. On a un autre groupe qui est le MUJAO, le mouvement pour l'unité du djihad en Afrique de l'Ouest, qui, lui non plus isolé, ce sont des petits groupes de plusieurs dizaines de combattants, mais pas davantage, n'aurait pas pu mener les opérations de rébellion comme on l'a connu. Puis on a à côté de ça un groupe qui n'est pas du tout islamiste, c'est le MNLA, Mouvement National de Libération de la Dawat. Donc la Dawat, c'est ainsi que les Touaregs en tamashek, qui leur langue appelle le nord du Mali. Et on a à côté de cela alors ce groupe d'Ansaratin qui est mené par un homme qui s'appelle Yada Khali, et lui c'est un ancien chef, un des anciens leaders du MNLA, et qui s'est islamisé. Pour des raisons tout à fait personnelles, j'ai rencontré un de ses proches. Justement, j'allais en venir. Dans rue 89, et donc lui s'est islamisé, c'est son cheminement personnel. Et donc lui a fait la jonction, si on veut, entre le MNLA, entre les nationalistes touaregs, les indépendantistes touaregs, ou autonomistes en tout cas, certains ne sont pas tout à fait indépendantistes, et il a fait le lien entre eux et les mouvements islamistes AQMI et MUJAO. Il y a aussi des combattants du mouvement islamiste Boko Haram du Nigeria qui sont présents dans ces combattants. Voilà, il a fait le lien, et il a fait le lien aussi avec les mercenaires donc touaregs qui avaient servi sous Kadhafi et qui revenaient après la chute de Kadhafi donc au Mali. Il a été un peu le personnage central d'une coalition qui très vite a éclaté parce que les objectifs des uns n'étaient pas nécessairement les objectifs des autres. Alors, les exactions, elles ont été surtout commises, les violences, par les islamistes qui ont appliqué la charia de manière brutale. Alors, ces exactions, elles se sont quand même limitées, enfin, si on peut dire ça comme ça, à des arrestations, à des flagellations. On a parlé de on a énormément parlé dans la presse d'un grand nombre de mains coupées ou de pieds coupés, c'est-à-dire des voleurs qui étaient arrêtés selon la charia, donc punis par une amputation. Personnellement, je n'ai récolté qu'une série de témoignages à ce propos à Tombouctou qui vont tous dans le même sens, à savoir qu'il n'y a eu qu'une seule amputation d'une personne qui est actuellement soignée à Bamako. C'est un homme à qui une famille touareg avait confié sa maison. Cette famille était partie à l'étranger, et comme il n'avait plus de nouvelles et vu que c'était la rébellion, cet homme a commencé à vendre le mobilier et les effets personnels de cette famille. Quand cette famille est revenue, elle a porté plainte contre lui, il a été donc condamné pour vol et on lui a coupé la main. Il n'y aurait eu qu'un seul cas d'amputation à Tombouctou.
justement, je reviens à l'interview que vous avez eue avec l'ami, un des amis du chef d'Ansardine, qui vous disait que c'est maintenant que la guerre va commencer. Et ce qui se passe ces derniers jours à Gao et dans le nord semble lui donner raison. Est-ce que vous pensez que tous ces groupes-là, malgré leurs alliances conjoncturelles, ponctuelles, est-ce que, selon ce que vous savez, est-ce qu'ils pourront tenir tête à non seulement à l'armée française, mais aussi à toutes les armées africaines qui vont s'installer sur place? Oui. Alors, les armées africaines, bon, je pense qu'elles n'ont, on peut un peu les mettre de côté parce qu'elles n'ont quand même pas un poids énorme. Je crois qu'elles sont surtout là à titre symbolique pour, comment dire, appuyer sur le plan international, sur le plan politique, l'action française. Hein, les troupes, l'armée déterminante qui a les moyens militaires de mener les opérations, c'est l'armée française et on l'a bien vu. Donc, est-ce que les combattants à la fois donc, djihadistes, islamistes ou les indépendantistes du MNLA, parce que le MNLA est divisé, disons que le Quai d'Orsay, la diplomatie française annonce actuellement que le MNLA est en train de se ranger du côté de l'armée française et a rompu définitivement avec les islamistes. Il semblerait que ce ne soit pas le cas. Sur le terrain, en tout cas, ce n'est pas le cas. J'ai rencontré des officiers français plusieurs officiers français qui m'ont confirmé que ce que Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense français, clamait un peu partout, que le MNLA maintenant travaillait avec l'armée française, c'était de la communication. C'est vrai de certaines brigades du MNLA, mais majoritairement le MNLA continue à avoir des rapports très étroits avec Ansar ad-Din et à combattre les Français. Donc voilà, on a une situation où effectivement on a encore beaucoup de combattants qui circulent dans le pays. Alors j'ai été arrêté juste avant d'entrer, donc un petit peu après Goudam, qui est une ville qui n'est pas très loin de Tombouctou. J'ai été arrêté par 2 pick-up armés de djihadistes. Je ne sais pas de qui il s'agissait. Ils m'ont arrêté, j'ai dû descendre du véhicule. Quand j'ai montré mon passeport belge et que j'ai expliqué donc qui j'étais, ils m'ont dit tu peux partir, nous n'avons rien contre les citoyens belges, la Belgique est un petit pays, je cite ce qu'ils m'ont dit, donc la Belgique est un petit pays qui ne se mêle pas des affaires des autres gens, donc toi tu peux partir, les citoyens belges ne sont pas des cibles, m'a dit leur chef, contrairement aux Français ou aux Américains. Et quand j'ai essayé d'en savoir un peu plus, lui poser des questions, il a souri et il m'a fait signe de partir. Et bon, j'ai pas insisté, évidemment, je crois que ça n'aurait pas été très, très habile de ma part. Donc ces mouvements existent. J'ai rencontré un journaliste d'RTL qui m'a dit qu'effectivement, eux aussi avaient été, pas arrêtés, mais des villageois leur avaient dit de changer de route parce qu'il y avait sur leur chemin donc toujours dans la région de Tombouctou, des djihadistes qui circulaient. Je me suis quand même arrêté à Léré, qui est une petite ville à mi-chemin entre Djabali, Bamako, Ségou, Djabali, puis à Léré et Tombouctou plus loin. Et Léré est une ville qui est complètement à l'abandon. C'est pas une petite ville, hein, elle est complètement à l'abandon. Il n'y a pas un gendarme, il n'y a pas un militaire, ni malien, ni français. Et les habitants m'ont dit voilà que le MNLA, c'est pas très loin de la frontière mauritanienne, et le MNLA qui s'est réfugié en grande partie derrière la frontière mauritanienne, fait des incursions régulières et vient se ravitailler dans la ville, parfois de manière violente, en pillant des gens, en arrêtant les véhicules sur les chemins et en se servant sur la population. Donc le pays reste perméable. Hein. Ce qu'on a vu à Gao, si on prend une carte du Mali, Gao c'est très en dessous de Kidal, c'est à la hauteur de Tombouctou, c'est une ville qui est pas vraiment à l'intérieur du pays, mais pas non plus très au nord, comparé à Kidal par exemple. Et si les islamistes sont capables d'intervenir comme ça régulièrement à Gao, c'est qu'effectivement ils circulent dans le pays, et ça c'est une réalité. Alors peut-être ne seront-ils pas en mesure d'attaquer l'armée française de front. Le problème c'est surtout l'aviation évidemment, hein, ce dont ne disposent pas les rebelles, appelons-les comme ça de manière générique, mais ils ont la possibilité de mener des actions
contrôler cet immense territoire qui donc reste ouvert, les grands espaces restent ouverts à la circulation des islamistes. Il ne faut pas oublier non plus ce que je disais tout à l'heure, ces islamistes et les Touaregs revenus de Libye, les anciens mercenaires de Kadhafi, reviennent avec des arsenaux considérables. Il faut bien se rappeler que lorsque les Français ont repris des villes comme Tombouctou ou Gao, il n'y a pas eu de combat. À Tombouctou, il n'y a pas eu un seul coup de feu tiré. Les rebelles se sont retirés de ces villes, se sont réfugiés dans les grands massifs montagneux du nord, dans la traque des Iforas. Et dans ces régions-là, on est dans une configuration proche de celle de l'Afghanistan. Il va être très difficile de les en déloger, de les empêcher de régulièrement faire des incursions pour attaquer les forces maliennes ou françaises. Donc, je crois qu'on est parti pour une guerre sur le long terme. J'attire l'attention aussi sur le fait qu'en Libye, entre 5 et 10 000 missiles antiaériens ont disparu des arsenaux de Kadhafi. On estime au moins 5, voire jusqu'à 10 000 missiles antiaériens. On sait que les mercenaires Touaregs de Kadhafi ont ramené des missiles antiaériens. Ils ne les ont toujours pas utilisés. On peut se demander pourquoi et ce qui se prépare.